faites bien de rester avec nous sur Radio Cotonou. Merci également à vous qui nous avez rejoints sur Actuel Débat où 4 préoccupations fraîches de l'actualité immédiate seront passées à la loupe de nos invités. Alphonse Soulé, il est journaliste. Bonsoir Alphonse. Bonsoir à vous, Bill. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à Jules. En face de vous, vous l'avez dit, pour croiser le verbe, Jules Léandre Kitty. Jules, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Brice Bilaïkidi, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Cotonou et bonsoir Alphonse. L'actualité, vous le savez, elle est restée fournie ce week-end avec l'ancien président de la République, Boni Yayi, très actif en ce début de mois de février. Le président du parti Les Démocrates était au domicile de Nicéphore Soglo et de Adrien Rungbeji. Ce dernier, d'ailleurs, qui a opiné sur la situation du pays. Nous apprécierons ses propos sur Actuel Débat de ce lundi. Nous nous intéresserons également au procès dans l'affaire Bokor Omeki, dont le verdict est connu. Nos invités nous diront ce qu'ils retiennent de cette affaire et les leçons à en tirer. À nouveau, bonsoir, bienvenue. Presbyl, Aïtidi. Le verdict, disais-je, connu dans le procès Bokor Omeki, un dossier judiciaire très suivi. La Cour a ordonné la saisie du compte NCA ouvert en Côte d'Ivoire au profit du colonel Thévo Udré. Les accusés devront solidairement verser 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à l'État. La Cour a prononcé l'acquittement pur et simple de Sanissou Ganiou, Bagidi Corneille, Adjik Bekou, Hugues Crépin, ce dernier ayant bénéficié du doute. En revanche, Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri ont été reconnus coupables, vous le savez, de corruption d'agents publics. Oswald Omeki a également été condamné pour usage de faux certificats. La Cour a condamné Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri à une peine de 20 ans de détention ainsi qu'au paiement d'une amende de 4,5 milliards de nos francs, une somme de 1,5 milliard en outre, ainsi qu'un véhicule de type 4x4 ont été confisqués au profit de l'État béninois. Julien Kitty, au cours de ce concert que vous avez suivi, je suis certain, des délibérations ont été intenses, vous le savez. Que retenez-vous? Alors, est-ce que c'est du procès en lui-même? Est-ce que c'est du verdict? Que retenez-vous du procès et du verdict? Alors, le procès, je me réjouis de quelque chose, c'est qu'il y a eu un procès. Parce que en droit et dans l'organisation sociétale, toutes les fois qu'il y a une situation conflictuelle où il y a des soupçons qui pèsent sur des personnes, comme le disent les dépositaires de la chose judiciaire, c'est que ce qui permet à une société d'éviter de tomber dans la barbarie, c'est encore l'appareil judiciaire, qu'on l'aime ou pas, qu'on soit satisfait de son action ou pas. Donc, celui qui est interpellé, il est dit que les minutes qui suivent voulu notifier les chefs d'accusation contre lui, mais après, ce qui prouve que nous sommes dans un état de droit, ce qui prouve que ces droits sont respectés, en tout cas qu'on en a l'intention, c'est de lui faire un procès, c'est qu'il y ait une procédure et donc qu'il soit situé sur son sort. Il y a eu procès pour dans le dossier dans lequel les sieurs Olivier Bokor et Oswald Omeki et bien d'autres co-accusés ont été jugés, et après une cour dont la légalité ne souffre plus de doute a été une sentence a été prononcée par cette cour-là. Moi, je m'en tiens à ça. J'estime que si la Criette a estimé que ces personnes-là méritent d'être condamnées à 20 ans chacune, pour ce qui est de M. Bokor, Omeki et Nieri, que c'est certainement parce que c'est bon de le faire ainsi, parce que ce sont des gens qui sont habilités à le faire, à qui la loi a donné autorité pour le faire, qui l'ont fait. Je me réjouis également de ce que leurs droits ont été respectés. Ces accusés qui sont devenus des condamnés aujourd'hui, ils ont les 15 jours francs, qui courent déjà, pour interjeter appel. Et donc, la sentence qui a été prononcée peut être encore modifiée en appel. Mais si elle est confirmée, que vais-je dire? Il y a d'autres personnes qui ont été condamnées par la Criette. Les peines ont été exécutées. Voilà, donc comme c'est des citoyens et qu'il est dit également, j'ai eu la faiblesse d'y croire que nul n'est au-dessus de la loi. Je pense que vous en tenez je m'en tiens à ça. Mais après, on va continuer les supputations sur les implications politiques, parce que ce sont des acteurs politiques qui, peut-être dans des actions politiques,
se sont retrouvés en conflit avec la loi. Parce que quand vous soupçonnez d'atteinte à la sûreté de l'État, la finalité, c'est que vous voulez prendre le pouvoir, celui qui est là, et ce pouvoir, il est politique. Donc, dans l'analyse politique, on fera des supputations. Mais comme l'agenda de la justice n'a rien à foutre avec l'agenda de la politique et d'autres composantes de la société, eh bien, à tout moment, quand vous êtes en conflit avec la loi, ceux qui sont chargés de vous juger connaissent de votre affaire et jugent personnellement. Je n'ai pas qualité à porter un jugement de valeur sur la sentence de la criette. Je trouve simplement que pour les parents de ces personnes et pour ces personnes-là aussi, pour moi qui sais, pour avoir visité une seule fois de ma vie quelqu'un en prison, après 5 minutes, je n'ai plus jamais eu envie d'y aller. Comme quoi, même si on vous condamne pour 1 mois, ce n'est jamais facile pour quelqu'un. Les Ivoiriens disent, la prison n'est pas camarade de quelqu'un. Bon, j'ai envie de leur dire, encore comme les Ivoiriens, Yako. Mais après, il faut que dans un état de droit, la justice joue son rôle. Et vous, Alphonse, vous en tenez également au verdict? Écoutez, moi je dis une chose, et j'avais décidé de ne pas me prononcer sur ce procès. J'ai dit, mais pourquoi cette célérité dans le dossier? On aurait pu creuser, parce que quand vous écoutez les témoins des uns des autres, bon, moi je suis resté perplexe. Mais j'ai la certitude qu'ils ne m'ont pas interjeté appel, qu'ils vous souviennent que quelqu'un dans ce pays avec 10 ans, et dès qu'il a interjeté appel, on a doublé la dose. Beaucoup comme ça ont interjeté appel, ce n'est pas souvent en leur faveur. Mais je dis, quand je suis un peu pour ce procès-là, je constatais, et beaucoup de Béninois l'ont constaté avec moi, que la galaxie Talon s'effrite. La galaxie Talon s'effrite. Le 25 avril 2017, Jeune Afrique a publié un article où il a cité les très proches du président de la République, ceux qui l'aident à gérer le pays. Vous voulez dire que le chef de l'État se retrouve de plus en plus seul, c'est ça? Non, je dis la galaxie s'effrite parce que la plupart de ceux qui quittent le navire sont débarqués. Quand vous prenez Agbenoshi, il n'est plus là. Quand vous prenez Johannes Dayon, il n'est plus là. Quand vous prenez le professeur Diogbenou, il est réduit au silence. Quand vous prenez Tonato, il est encore ministre. Et quand vous prenez Olivier Bokor... Non, mais le professeur Diogbenou, il est actif sur le terrain. Je dis, il est actif sur le terrain. Je dis, il faut écouter Patrice Talon pour comprendre. Patrice Talon a dit, on ne parlera de sa succession au plus tôt 6 mois avant les élections de 2026. Et ça, les Béninois doivent garder cette phrase-là. Ça veut dire que pas avant ce délai-là, au sein de la mouvance, le débat n'est pas possible. Et quand vous voyez un peu, dans les hésitations un peu du ministre Osbald Meki, quand je vois, on dit OBV6, on parle du système partisan, j'avais déjà dit ici une fois, quand Samandambi, le ministre Samandambi avait été sanctionné au sein de son parti, j'ai dit pour renforcer le système partisan, il faut le débarquer du gouvernement. J'ai donné une interview, je l'ai dit le matin, quelques heures après, il a été débarqué, mais ce que je retiens, au-delà du coup d'État, il y a que 2026 est déjà là. Les ambitions sont nourries. On ne peut pas empêcher des gens qui ont milité dans des partis politiques de nourrir des ambitions. Mais le chef a dit non, 6 mois avant, au plus tôt. Donc, je dis, ce n'est pas facile de faire de la prison. Moi, je suis allé une fois à la prison regarder et rendre visite à un ami. Les gendarmes, entre-temps, avaient besoin de badge, ont pris mon badge, ne me l'ont pas retourné. Attention, j'ai été gardé là jusqu'à ce que celui qui a pris mon badge nous revienne confirmer qu'il a pris mon badge et que je suis sorti de la prison. Et j'ai fait une croix, j'ai dit je ne rendais plus visite à personne. Parce que donc vous avez et si le badge n'était pas retrouvé, je suis de cœur avec tout cela parce que ce n'est pas facile. Mais je dis, il faut que nous puissions tirer une leçon. C'est pourquoi j'ai dit que là. Justement, quelles sont les leçons, les enseignements à tirer de cette affaire? Nul n'est à l'abri du malheur.
personne ne sait quand le malheur frappera à sa porte. Et donc, quand les autres sont en difficulté, ayons le courage de leur venir en aide. Nul n'est à l'abri du malheur ou nul n'est au-dessus de la loi? Nul n'est à l'abri du malheur. Donc, il faut faire attention. Quand le tour de quelqu'un arrive et que vous ricanez, vous pensez que bon, on lui a appliqué la loi, on lui a appliqué la dose. Alors, attention, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Vous ne savez pas si l'instant d'après... L'orage peut s'abattre sur vous. Donc, également. je dis de faire attention. Parce que j'ai toujours dit, à partir de 2025, nous sommes dans la période préélectorale. Tout est possible. Tout est possible. Donc, faisons, je dirais aux hommes politiques de faire attention. Il y a des gens qui vont détaler comme un chien la queue entre les jambes parce qu'on se dit à qui le tout, parce que vous voyez, on a frappé fort. Si celui que le chef de l'État a présenté comme son sosie, son frère siamois, a subi ce sort, qu'en sera-t-il des menus frettins? Donc on fait attention, il faut faire attention, il faut savoir là où on pose les pas, parce que on peut aller en prison par erreur, on peut aller en prison parce que la justice vous reproche réellement des choses, mais faisons attention parce que nous sommes dans la période charnière. Le chef de l'État a dit qu'il ne sera pas candidat en 2026, c'est vrai. Mais le chef de l'État a aussi dit qu'il sera très actif pour les élections de 2026, ça aussi c'est vrai. Et le chef de l'État a dit on n'ouvrira pas le débat de massification au plus tôt 6 mois avant. Donc, c'est des événements que les gens doivent lier. C'est pourquoi j'ai dit que... Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. C'est pourquoi j'ai dit que la galaxie talon s'effrite. Julien Kitty, les enseignements à tirer. C'est vrai que ce verdict, ce procès aura des implications, comme vous l'avez rappelé, au plan politique. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je voudrais, comme Alphonse Moïse Soudé l'a dit, quelles sont les leçons que vous tirez de cette affaire, les enseignements? Mais la première leçon que je tire de ce procès-là, c'est lié à ce que je venais de dire tout à l'heure, l'importance d'avoir un procès. Rappelez-vous toute la polémique qu'il y avait eu au moment où le procureur spécial avait fait sa première sortie pour faire le point d'étape des éléments d'enquête préliminaire. Vous voyez, il s'est trouvé même des gens, par exemple, lorsque NCA, Banque d'Abidjan, a sorti un communiqué pour dire qu'elle ne se retrouve pas dans les déclarations du procureur, par exemple, que donc, j'ai entendu des gens dire que la justice béninoise a menti. J'ai entendu des gens même sortir des communiqués ici pour dire, bon voilà, la sortie de NCA Bank montre que la justice au Bénin est instrumentalisée et que quelqu'un comme le procureur spécial ne devrait pas sortir pour dire des choses aussi hasardeuses. De ce procès maintenant, je me suis rendu compte que même un des responsables de NCA Bank Abidjan a été écouté, d'accord, par visioconférence, et qui a confirmé qu'il y a eu une manipulation frauduleuse au niveau de l'institution bancaire. Des gens, dans des discussions avec moi, dans des débats, ont dit, mais voilà, NCA a dit, c'est 55 millions qu'on a mis sur le compte, et puis le procureur spécial parle de 105 millions. J'avais dit aux gens, mais le procureur spécial parle sur la base du document qu'il a vu. Le montant qui est inscrit là-dessus. Et ce document, c'est pas lui qui l'a produit. C'est le document que ceux qui sont mis en cause ont envoyé au colonel, au colonel Teboué. Oui. Alors, pourquoi on veut que le procureur spécial dise un autre montant? Maintenant, c'est NCA. Ce procès permet que NCA vienne dire, en réalité, c'est 55 millions, comme nous l'avions dit, mais il nous avait été demandé de faire une simulation. Ce qui n'est pas normal. Mais je ne vois pas ces personnes-là revenir aujourd'hui au devant de la scène pour dire nous étions allés vite en besogne. Bon, le procureur spécial n'est pas revenu pour dire donnez-moi des lauriers parce que j'avais dit la vérité. C'est ce que un procès permet de savoir. Les Béninois se posaient la question de savoir est-ce que les 1,5 milliard avaient existé ou c'était une invention. Mais quand, pour ce qui a été rapporté, aussi bien des propos des juges que des mises en cause, notamment l'ancien ministre Omeki, mais on a la preuve qu'il y a eu de l'argent. Mais M. Omeki dit, mon argent n'était pas destiné à ceux dont vous m'accusez. Je voulais faire des investissements
et j'ai demandé à ce que, est-ce que le colonel Tevo Edjere a été abordé pour transporter de l'argent? Monsieur Omeki le reconnaît, mais il dit, je l'ai sollicité pour transporter l'argent d'une de mes maisons à une autre. Vous voyez? Mais le procès permet que moi, je sache maintenant jusqu'où il y a des actes qui ont été posés, jusqu'où les gens reconnaissent ce que les mises en cause reconnaissent et qui concordent avec ne serait-ce qu'une partie de ce que les autorités judiciaires déclaraient. Je me dis, au moins dans cette proportion-là, je dis, il y a eu telle chose. Alors ça me permet, moi, citoyen, et à beaucoup d'autres citoyens, d'être rassurés, de ne pas être affolés pour dire... Parce que dès qu'on ne fait pas du tout confiance à la justice, ça peut créer des problèmes dans un pays. Lorsque on ne fait pas un procès, aucune décision on ne peut faire foi à aucune décision parce que là, ça n'a pas reçu le sceau de l'appareil judiciaire. Alors, tous les débats qui ont été faits sur composition de la Cour, sur la déconstitution des avocats et comment on a pu continuer le procès après, moi, je pense que pour des gens qui sont passionnés par ces gens de connaissances scientifiques, pour des étudiants et pour d'autres chercheurs, ce sont autant de leçons qu'on peut tirer. L'autre leçon qu'on peut tirer, comme il a dit tout à l'heure, je le rejoins, Alphonse Moïse Soudé là-dessus, c'est que, véritablement, nul n'est au-dessus de la loi. Et les populations ont souvent comparé la force dont font montre des personnes, des individus, à un moment précis, pour penser que ces individus-là ne peuvent jamais se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui peuvent être jugés dès qu'ils se mettent en conflit avec la loi. C'est pour dire que tout le monde, sans exception, est justiciable. Et donc, chaque jour que nous nous levons, il faut mettre toutes les chances de son côté de pouvoir être capable de justifier les actes que l'on pose au regard de la loi. Donc, j'estime que voilà les leçons qu'il faut en tirer. Maintenant, une fois encore, les leçons au plan politique, on peut en tirer également. Et la principale leçon, c'est que lorsque vous avez des ambitions, vous exercez le droit de nourrir des ambitions en politique, il faut être prêt à en subir les épreuves, à en subir à en faire le sacrifice. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas l'envie d'avoir le pouvoir et le pouvoir politique, les mises en cause dont certains faits quand même ont été établis, qu'ils ont posés, d'ailleurs eux-mêmes avaient exprimé leur ambition. Monsieur Bokor, à un moment donné, moi je n'avais plus besoin qu'il vienne lui-même dire je suis candidat, pour savoir que quand même il offrait sa passivité bienveillante à tous ceux et celles qui à travers le pays disaient que c'était lui le Joker et créaient des mouvements en son nom, mettaient son image dans le fond. Mais quand on fait des manifestations publiques où on met votre image, on met votre nom là-dessus, et que vous ne dites rien, vous allez dire à quelqu'un comme moi qui a grandi plus d'une fois que... Vous êtes consentant, c'est ça? Que vous n'êtes pas... On a vu quelqu'un d'autre dont on a appelé le nom, il est allé jusqu'à tenter procès à la personne. C'est vrai que cette méthode ne m'avait pas plu, mais c'est pour dire que s'il n'était pas d'accord, il ne le ferait pas. Romeki n'a pas caché ses intentions. Lui, il a dit, depuis qu'il était au gouvernement, cela lui a valu son départ du gouvernement, que lui, c'est Olivier Bokor ou rien. Bon, alors... Quand le chef de l'État fait ses déclarations à lui, sur la base de la manière dont lui perçoit l'organisation de sa majorité présidentielle qui devrait lui permettre de pérenniser sa dynamique au sommet de l'État, même si lui-même, sa personne doit partir, eh bien, c'est pas écrit dans la Constitution que ça doit être exactement comme ça. J'admire, et je le répète chez Patrice Talon, que vous soyez d'accord avec lui, ce que lui veut faire, il le dit publiquement. Et tous les actes qu'il pose, il les pose dans le sens d'atteindre cet objectif. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas faire partie de sa majorité présidentielle à lui, ou si quelqu'un, pas extraordinaire, trouve les moyens d'être membre de cette majorité présidentielle et faire autrement, il n'a qu'à le faire. Mais pourquoi on doit continuer à faire des débats du genre, quelqu'un veut être dans une majorité présidentielle, la majorité présidentielle est organisée autour de quelqu'un qui dit ça va être comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes plus. Parce que l'expression de la démocratie dans n'importe quel espace est une quête permanente. Et quand vous n'avez pas le courage de dire ça ne me plaît pas, ou le courage d'assumer que ça vous plaît et d'observer, de vous comporter comme tel,
Moi, je suis pas prêt à m'attraper la tête pour dire c'est scandaleux, des gens sont empêchés d'être candidats. Je le répète, jusqu'à aujourd'hui, dans notre constitution, même révisée, il n'y a aucun article qui dit qu'alors où nous sommes là, quelqu'un parmi nous ici là, ne peut pas se lever et dire je veux être candidat en 2026, je suis suffisamment rassasié de solutions aux problèmes des Béninois. Donc, au plan politique, ce procès va davantage tétaniser des esprits faibles. D'accord? Et les capacités cognitives et mentales des acteurs politiques ou ceux qui se disent acteurs politiques, ces capacités vont être suffisamment éprouvées. Et c'est une très bonne chose parce que on comprendra que ne s'aventure pas en politique dans cet espace d'ambition politique qui veut. Donc on joue par élimination maintenant. La justice n'a pas ce calendrier. Mais ça peut avoir cette implication. J'ai toujours dit, la démocratie commence au sein des partis. Et avant que je ne sois peut-être interdit d'antenne sur la chaîne nationale, j'ai toujours dit, il faut ouvrir les débats dans les partis politiques. Il faut déjà maintenant ouvrir les débats. Ouvrir les débats sur l'association du responsable des partis, ce n'est pas une faute. Il faut ouvrir les débats. Chacun va jeter ses dés. Au moment opportun, on va faire les primaires. Parce qu'on ne va pas attendre 6 mois avant pour faire les primaires. La dernière minute. Donc il faut déjà que ça soit au niveau de la mouvance, au niveau de l'opposition, qu'on ouvre les débats. Tout le monde a le droit d'avoir des ambitions. Ma deuxième remarque. Mais tout le monde a le droit d'exercer son droit. Si tout le monde se tait, on va écouter ma deuxième réaction, vous savez, je n'ai pas fait le droit, mais je lis beaucoup. J'ai lu, je ne suis pas un héros du juge Oussou. Et je m'attendais lors de ce procès qu'on me dise qu'on a des enregistrements, c'est-à-dire que on a enregistré des appels d'échange entre Tantampion et tel parlant de ce dont on parle. Je n'ai pas vu, qu'on m'a pas dit qu'il y a des SMS qu'on a interceptés. Il y a des éléments auxquels moi je m'attendais au cours d'un procès pour dire voilà, mais on n'a pas eu suffisamment d'éléments. Parce que le problème c'est quoi? Nous avons des enfants qui ont envie de faire le droit. Est-ce que il faut qu'on leur donne envie d'y aller. Il faut leur donner envie de faire le droit. D'accord. Nous allons poursuivre, s'il vous plaît. On va s'intéresser maintenant à la réaction des partis politiques. On a passé déjà plus de temps sur ce sujet que prévu. Pendant que le Bloc républicain prend acte du verdict et salue l'impartialité de la justice, ainsi que sa pédagogie visant à dissuader toute velléité de remise en cause de cause de l'ordre républicain et des services publics essentiels du développement du pays, les démocrates, sur l'issue de procès, critiquent des irrégularités dans la procédure judiciaire. Je reste avec vous, Alphonse Moïsou, des réactions. Oui, les partis politiques sont chargés d'animer la vie politique. Et quand vous voyez les différentes interventions, chacun choisit le pan qui l'arrange. Les partis de la mouvance ne peuvent pas s'attaquer à ces décisions de la justice. C'est normal que l'opposition cherche à voir dans le déroulement du procès quelles sont les étapes qui ont été brûlées. Moi, je ne vois pas un parti de la mouvance se lever et dire non, on n'avait pas le droit, on est obligé. Ils sont chacun dans leur rôle. Chacun dans son rôle. Les démocrates dénoncent notamment la précipitation dans le traitement de ces affaires sensibles. Vous estimez que... Vous savez, pendant longtemps, pour ceux qui m'ont suivi sur plusieurs radios, pendant longtemps, j'ai crié par rapport au dossier à Carlos Adouano. J'ai crié longtemps sur beaucoup de chaînes, même sur le RTB, pour dire, mais le rapport existe déjà. Qu'est-ce qui bloque? Vous avez vu tout le temps que ce dossier-là a pris avant alors que c'est large, c'est le denier public qui a disparu. Mais pourquoi cette célérité? On aurait pu prolonger un peu les enquêtes. Tout à l'heure, j'ai parlé avoir les éléments sonores. On s'est dit qu'on a enregistré des appels, avoir des SMS. C'est vrai qu'il y a célérité également dans ce dossier. Mais oui, on aurait pu prendre le temps, faire les enquêtes parce que quand on finit un dossier comme ça, il y a forcément des aspects qui vous échappent. Il y a des informations que vous n'aurez plus, puisque aller à Jactaes, est-ce que les condamnés vont interjeter appel? S'ils n'interjettent pas appel, c'est qu'on n'aura plus d'autres éléments pour voir quelles sont les autres personnes qui seraient impliquées dans le coup. C'est fini. Donc, on a tiré déjà toutes les sources d'informations. Il n'y aura plus d'informations plausibles à utiliser dans ce procès. Donc, je dis, il faut que dans la République, on sache, parce que vous avez vu,
si vous vous réjouissez de l'injustice de l'autre, ça peut vous rattraper. Et quand votre tour viendra, personne ne parlera. Donc, je dis, au-delà de nos convictions politiques, au-delà, nous devons, à tête reposée, je demanderai aux partis politiques nous asseoir et prendre chaque élément utilisé dans ce procès pour dire qu'est-ce qui a été bien fait. On ne me dira pas que tout est nickel, quoi, que tout le monde est beau, tout le monde est content. Il y a forcément des failles. Quand j'ai suivi des hommes de droit démontrer des failles, mais je dis, le sang en est jeté, c'est fini. Mais il faut, et comme l'a dit Jules, ce procès-là, ça tue toutes les ambitions politiques au sein des partis politiques. En tout cas, de la mouvance, quiconque ose et ne respecte pas les injonctions du chef. Vous avez vu Il sera broyé. Bon. Non, moi, Julian Kitty, non, il y a un aspect. les partis politiques sont dans leur rôle. Oui, il y a d'abord un aspect sur lequel je ne suis pas d'accord avec Alphonse, lorsqu'il faisait surtout référence à ce que j'ai dit. Moi, là, et ça, je peux le démontrer, je ne mets pas un lien formel entre le procès et l'application ou non du souhait ou de la conviction exprimée par le chef de l'État. Le président Patrice Talon a estimé que, dans sa majorité présidentielle, ça devrait se faire de cette façon. On devrait s'organiser de sorte à ce que c'est à 6 mois des élections, que bon, maintenant, les têtes qui peuvent donc aller être candidats à la candidature, tout ça, on devrait pouvoir le faire. C'est sa conviction. C'est ce qu'il pense. Et c'est ce que lui travaille à impulser à son groupe. Vous pensez que ce délai permettra aux Béninois de découvrir réellement celui qui va les diriger par la suite? S'il vous plaît, j'ai la conviction que nous ne sommes pas en train de faire ce débat. Moi, quand je fais partie d'un groupe et que le chef signale l'avenir, le rôle d'un leader s'est réduit au verbe servir. Et le S, c'est signaler l'avenir. Ce que vous décidez que le groupe que vous dirigez fasse, ça peut ne pas être la chose la plus pertinente. Mais le crime, c'est de ne rien signaler. Un leader qui ne dit pas où on va, qui ne dit pas ce qu'il pense, comment on doit faire là, n'est pas un leader. Il le dit, mais son groupe peut l'aborder dans leur cercle à eux, dans les espaces où ils discutent, pour dire, mais pourquoi vous avez dit tant? Nous pensons que si on fait comme ça, dans l'intérêt du groupe. Alors, si au sein de la majorité présidentielle, toutes les têtes qui sont dans la majorité présidentielle ont discuté avec le chef de l'État après sa déclaration ou avant sa déclaration, et que jusque-là, s'ils ne sont pas allés contre ça, je suppose qu'ils se sont entendus et c'est bon pour eux. Je m'en tiens. Qu'ils sont consentants. Très bien. Ils estiment que s'ils ne commencent pas à en discuter ouvertement, parce que le chef de l'État n'a pas dit avant les 6 mois, personne ne doit rien, ne doit jamais en parler. Il a même concédé que les gens peuvent discuter des choses au sein du parti, mais pour commencer par officialiser certaines choses, il faut que ce soit à 6 mois. Alors, si ils sont d'accord pour le faire, qu'ils ont discuté entre eux, et que jusque-là, ils ne disent rien, j'estime que c'est bon pour eux. Et qu'ils estiment qu'à partir de 6 mois, sortir leur cartouche de cette façon leur donne les chances de gagner. L'opposition peut organiser autrement. L'opposition peut commencer à dire qui sera son candidat dès maintenant, faire ses primaires dès maintenant. La démocratie, nos lois... Au niveau de la mouvance, c'est stratégique. Alors, quand moi je parlais des implications, de l'effet que l'issue de ce procès peut avoir sur le jeu politique, je parle de l'effet psychologique que ça peut avoir. Et c'est pour tout le monde. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est parce que le chef de l'État a dit ses souhaits, sa conviction à lui, que c'est lui que je suis en train d'insinuer que c'est lui qui, pour que sa déclaration, son souhait ait des chances d'être appliqué, c'est lui qui a instigé qu'on ait fait un projet pour condamner des gens à 20 ans. Non. Nous sommes encore dans un régime de séparation des pouvoirs. Si après les pouvoirs ont des passerelles pour s'influencer l'un sur l'autre ou quoi, ça dépend des hommes. Mais les démocrates ont dénoncé dans leur communiqué une justice qu'ils perçoivent comme instrumentalisée par l'exécutif. Je voudrais que vous me répondez maintenant à la question par rapport à la réaction des partis politiques. Je peux réagir. Le bloc républicain et les démocrates. Non, par rapport au bloc républicain. Le bloc républicain a estimé que la justice a été impartiale. Moi, à leur place, peut-être je n'utiliserai pas exactement cette expression. Je peux dire que la justice a été crédible. Parce que c'est pourquoi moi je suis passionné par les procès. Vous voyez, quand vous demandez à un avocat, par exemple, vous demandez à un juge, ce qu'on lui demande,
le juge, c'est de regarder la loi, d'accord, et de dire par rapport aux faits qui lui sont présentés, au moment où il veut juger, si la loi, ces faits-là permettent d'être qualifiés, la loi permet de les qualifier, il les qualifie, il juge, ou si en l'absence de disposition légale, il juge selon sa conviction. Mais un avocat, on ne lui demande pas, par exemple, de réussir tout pour son client. Il ne demande même pas lui-même à un client de dire forcément la vérité, il lui demande d'être crédible pour que lui puisse aller le défendre. Donc si la justice a fait un procès et que toutes les étapes du procès ont été respectées, là où il y a eu des incompréhensions, des débats ont été faits et que la partie qui l'a emporté, moi j'estime qu'il y a crédibilité. Mais est-ce que la justice a été impartiale? Bon, je pense qu'une justice, dans une sentence, dès qu'elle prend une sentence, si on doit faire un débat purement juridique, je pense qu'une justice, l'appareil judiciaire n'a pas besoin d'être impartial. Parce que quand elle rend une décision, la décision condamne quelqu'un, donne raison à quelqu'un et condamne quelqu'un. Ça veut dire que la justice prend parti. Mais elle prend parti pour la loi. Elle prend parti pour le peuple qui a besoin de voir que ceux qui sont en conflit avec la loi sont jugés. Donc, nos appréciations sur le verdict après les démocrates, bon, on dira parti d'opposition, je ne m'attendais pas à ce qu'ils se mettent à dire tout est bien fait et tout, surtout parce que leur communiqué aussi montre qu'eux aussi regardent et l'appareil judiciaire, la cour qui a jugé, et puis la sentence comme l'affaire de la mouvance présidentielle, l'affaire du président et son régime qui est là. Alors, j'observe simplement que ce qu'ils sont en train de dire là, sous le président Boni Yayi, qui dirige les démocrates aujourd'hui, on a entendu des choses comme ça. Pourquoi on a fait des procès pendant que le président Boni Yayi était là et on a dit la justice est instrumentalisée? C'est parce que tel est proche de tel. Ça a été toujours comme ça dans tous les pays. Mais avant les démocrates, les accusés même l'ont dit, non? Avant les démocrates, vous n'avez pas... Mais j'ai suivi. Oui. J'ai suivi. Mais je suis étonné par votre question. Parce que moi, vous devez plus me poser cette question. Pourquoi vous estimez que je ne dois pas vous poser cette question? Alors, que Olivier Bokor, devant le juge, dit « Je suis innocent ». Il n'y a rien d'étonnant. Il n'a pas pris les... Non, je ne parle pas de cette... Les accusés ont dit quoi? Il y a irrégularité, non? Les accusés ont dit qu'ils connaissent la criette, que c'est condamné d'avance. Ils l'ont dit. Ah. Donc je dis avant les démocrates, oui, moi je me rends les accusés l'ont dit. Bon, d'accord. Ça veut dire que les accusés, les démocrates étaient en intelligence, savaient que ça se faisait comme ça. Et moi, si on doit s'attarder sur ça, alors là, moi je vais demander qu'il y ait un autre procès. Et là, c'est le peuple qui sera plaignant. Ça veut dire que nous, on avait une justice, il y avait des gens qui, dans ce pays-là, et qui jouissaient de ce système-là, et qui savaient que le système-là condamnait d'avance les gens, et qui n'ont rien dit jusqu'au jour où eux-mêmes se retrouvent en difficulté face à cette juridiction. Qui ne devrait pas le dire. Non, à ce niveau, c'est pas crédible de venir dire ça. Si vous voulez que je vous dise. Parce que ceux-là, Oswald Omeki a été ministre de la République. Monsieur Bokor, même s'il était ministre, ce serait peu. Tout le Bénin, c'est que il avait beaucoup de pouvoir dans le pays sans avoir une fonction officielle. Et qu'ils viennent dire eux-mêmes qu'ils sont du système. Ils connaissent le système. Ah, je n'ai pas envie de dire, parce qu'une fois encore, quand quelqu'un va en prison, ça me fait mal. Et qu'ils savent que à la criette, c'est pas gagné d'avance. Vous avez suivi ces genres de propos, non? Ils souhaitaient qu'on les juge autrement, c'est ça? Vous savez. On va écouter Alphonse sur la question. Le ministre Oswald Omeki a parlé du jeu des rôles. Vous ne jouez que le rôle qu'on vous confie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre Omeki qui l'a dit. Il dit, je suis du système, je connais le système. Je sais. Donc il a parlé, c'est lui qui a parlé du jeu des rôles. Et quand le procès a commencé, je suis allé chercher les déclarations du juge Batamossi. Tout le monde connaît le juge Batamossi. Allez réécouter ce que le juge Batamossi a dit. Allez réécouter ce que le juge... Ce monsieur, moi, je ne le trouve pas crédible. Allez écouter... Bon, et si vous voulez que... Ça rejoint les propos des accusés. Non, que j'oublie... C'est ça, Alphonse? Oui, allez écouter ce que le juge Batamossi a dit. Oui. Donc, je dis une chose, moi, en tant que novice, j'ai dit tout à l'heure, quand vous suivez un peu, vous avez suivi la déclaration, si moi, Alphonse Moïse Soulé, je me reproche quelque chose,
quelle que soit l'heure à laquelle vous m'appelez, quel que soit ce que vous me proposez, je ne bouge pas de chez moi. Je ne bouge pas de chez moi. Si je sors de moi, c'est que je dégage. Il y a que... On a écouté des choses. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, on a tranché, d'accord. On n'a pas de preuves matérielles, à part les sous. Écoutez, c'est quand même le président, c'est quand même le boss de la garde républicaine. Je ne suis pas flic. Les flics savent comment ils font pour tracer les appels et on va vous sortir. Et ce que vous avez dit, on va vous sortir les enregistrements. Mais il se fait que ceux qui ont estimé que ces éléments suffisent pour qu'eux ils puissent juger, c'est les magistrats à qui la loi donne Mais je dis une chose, de le faire. je dis une chose et j'ai toujours dit, et je vais répéter mes 2 phrases fétiches, le temps est le père de la vérité et chacun va payer pour ses péchés. Merci Alphonse Soudé. On va parler à prison de la cérémonie de présentation de vœux au Parti du Renouveau démocratique, désormais UPR. Le président Adrien Ngwedi s'est exprimé à l'occasion sur la situation politique du Bénin. Je nous propose d'écouter Adrien Ngwedi. Je voudrais dire que ce que nous voyons là, que nous avons vu cette semaine, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion. La victime n'est pas mon ami, n'est pas un ami, et vous savez pourquoi il ne peut pas être mon ami. Vous savez pourquoi cette victime-là ne peut pas être mon ami, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la personne de l'intéressé qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, ce sont les principes. Il ne faut pas qu'un jour, lorsque quelqu'un rentre par la droite, d'autres sortent par la gauche. Il faut que nous restions toujours rassemblés pour construire ensemble le pays. Donc ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est ceux qui sont en exil, qu'il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous avons fait la conférence nationale. Et j'en appelle de mes voeux à ce que nous nous retrouvions sous l'arbre à palabres, que nous mettions tout sur table, que nous discutions de ce qui nous oppose les uns aux autres, et que nous trouvions les solutions qui permettent à tous les enfants du Bénin de rester ensemble pour construire le Bénin. Voilà mon rêve. Et voilà le rêve du PRD. Voilà, Adrien Ngwedi, ancien président de l'Assemblée nationale. Son intervention, Jules, fait écho à l'actualité récente. Dont on parle, notamment le verdict du procès ayant abouti à la condamnation de plusieurs personnalités la semaine dernière. Oui, je vous disais qu'on ne peut pas faire l'analyse sans impliquer ou sans prendre en compte les implications politiques. C'est l'analyse, c'est le regard que Adrien Ngwedi porte sur la situation. Il lit ce qui s'est passé, la nature au tableau que présentait l'arène politique et les réformes institutionnelles et politiques. Adrien Ngwedi, c'est pas n'importe qui. Moi, quand même, je ne suis pas d'accord sur certains points avec certaines personnes. Quand je regarde leur parcours, je suis pas prêt à dire que, bon, voilà, c'est des gens qui ne sont pas habilités à parler. Adrien Ngwedi, qu'il vienne dire cela, je dis pourquoi pas, il n'est jamais trop tard pour s'exprimer. Il est en train de nous informer que il y avait des conflits larvés entre ceux qui sont ceux qu'on peut appeler victimes ou ceux qui sont condamnés maintenant et lui, qu'est-ce qui les opposait? Et lui, acteur politique que je connais, ça veut dire que dans le jeu politique, il y avait des choses qui se passaient et qui engageaient la vie de la nation et dont il ne nous parlait pas. Et ça, je le lui reproche. Parce que, qu'est-ce qu'il doit craindre? Il vient de parler. Donc, ce qu'il vient de dire, il pouvait le dire depuis. Bon. Deuxième chose, qu'il vienne dire qu'il faut qu'on se retrouve sous l'arbre à palabres. Je pense que c'est ce pan-là qu'il faut peut-être prendre. Il parle du retour des exilés, hein? Oui. Il parle de la sortie des prisons des personnes, des prisonniers politiques. Voilà. Oui, je pense qu'à ce niveau, il y a une confusion ou un amalgame que les acteurs politiques béninois et même les acteurs politiques béninois majeurs entretiennent et je n'ai pas compris pourquoi ils le font. Pourquoi on doit suffisamment insulter notre intelligence en ne faisant pas un débat, ne posant pas un débat intellectuel. Dans un pays, si 1990, les gens sont allés à la conférence nationale, même la conférence nationale dans sa préparation a suivi une procédure, un processus.
Moi, j'ai eu la chance, dans mes travaux, pendant que j'étais au journal Le Républicain, d'avoir une interview exclusive d'une très longue interview avec Robert Dessous, qui m'a raconté des choses qu'il me disait qu'il n'avait jamais dites à quelqu'un, et il m'appelait des noms de personnes. Comment tout ça a été préparé pour que ceux qui étaient en exil, y compris Adrien Mbedi lui-même, reviennent au pays. Il y a eu des choses qui ont été organisées. Et le pouvoir qui était là a discuté avec les autres qui n'étaient pas d'accord avec le pouvoir. Et Kérékou et son régime ont concédé ce qu'ils peuvent concéder. Mais à la base, pour qu'on en arrive à cette décision d'aller à la conférence nationale, il y avait une crise économique aiguë. Il y avait... Vous le dites quoi? Vous le dites qu'Adrien Oumbedi n'a pas le droit de demander qu'on aille sous l'abra palable? Pas ça. Mais oui. Sous l'abra palable, la forme qu'il veut donner à ça, est-ce qu'il veut nous dire qu'il faut lui donner la même forme que la conférence nationale aujourd'hui? C'est pas clair. Il évoque la conférence nationale, c'est comme ça on a fait. Sous la parole, c'est assise nationale, comme les opposants sont en train de le dire. Il ne nous dit pas clairement de quoi il s'agit. Bon, c'est comme s'il lance une mais on l'aura compris. Et en plus, si ça doit prendre n'importe quelle forme, il faut qu'on aille à la paix, oui, c'est ce qu'il dit. Oui, il faut qu'on aille à la paix. À la paix véritable. Est-ce que c'est normal qu'on continue de faire comme dans des incantations, on dit tous les exilés n'ont qu'à rentrer et tous les prisonniers n'ont qu'à sortir. Comment on fait comment on dit à l'appareil judiciaire qui a condamné des gens? Lui, il est avocat. Il a même été magistrat d'abord. Est-ce que ça se décrète et puis on fait ça comme ça parce que au nom de la paix, on dit bon, tout le monde n'a qu'à... Moi, je veux bien que tous ceux qui sont en prison, même ceux qui sont en prison, non pas pour des questions qui sont parties de la politique, qu'ils soient jugés ou qu'ils soient même graciés. Je le souhaite bien parce qu'ils appartiennent à une famille. Ceux qui sont à l'étranger et qui estiment que leur sécurité est menacée s'ils viennent ici tout de suite, si on peut discuter pour qu'ils s'en sortent, mais si c'est sur la base des boutades comme ça que ça va se faire avec les politiciens, les acteurs politiques majeurs comme ça, les jeunes acteurs politiques vont s'y perdre. Il faut alors que, par exemple, le président Adrien Mbedi rassemble, pourquoi pas, les anciens présidents qui sont là, les anciens présidents d'institutions, qu'ils aient un creuset, qu'ils réfléchissent, par exemple, pour prendre un document pour dire nous pensons que le Bénin tel que ça se trouve aujourd'hui, on a besoin de faire telle ou telle concession, de rencontrer le ministre de la Justice, par exemple, rencontrer l'appareil judiciaire pour dire, avec les condamnations qui sont là, quelles sont les parades, quelles sont les possibilités que le droit même donne. Adrien Mbedi n'aurait pas dû s'exprimer à cette tribune. Mais là, c'est comme s'il est en train de faire un coup de gueule. Il est dépassé par des événements et puis en prime à ça, il va jusqu'à dire c'est la position du PRD. Oui. Mais alors, il pense qu'il est crédible comme justement, ça. Justement, je vais poser la question à Alphonse Mélissoubé. Le président Adrien Mbedi, une guerre politicienne. Le président Adrien Mbedi a parlé de principe qu'il ne faut pas qu'un jour, lorsque quelqu'un rentre par la droite et d'autres sortent par la gauche. Mais j'ai très envie de vous demander, est-ce que Adrien Mbedi reste solidaire du groupe? Écoutez, reste toujours solidaire du groupe quand il parle par exemple de la position du PRD actuellement, non, alors qu'on sait que le PRD juridiquement n'existe plus. Il faut comprendre. Adrien Mbedi a parlé du PRD, il n'a pas parlé de l'UP, le renouveau. Il faut comprendre. Et quand il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que peut-être que le PRD va se démarquer. Va peut-être se démarquer parce qu'on n'a pas dit que ce sont les membres du l'UPR, le renouveau. Il faut s'attendre à un divorce. On n'a pas dit que ce sont les membres de l'UPR, le renouveau qui sont allés présenter les vœux à Adrien Mbedi, mais on a dit PRD. Les anciens militants du PRD. Ok, donc alors que le PRD c'est déjà... Mais les membres de l'UPR, entre autres, entre parenthèses, se sont allés lui présenter les vœux ce matin. Le discours qu'il a présenté. Le discours, quelqu'un a transcrit le texte. Je dis, ce qu'il fait là rejoint un peu ce qu'a dit Oswald Domeki, le ministre Oswald Domeki, le jeu des rôles. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a parlé de loi liberticide. Il y a participé. Quand il parle de conséquences de l'exclusion, il y a participé. Il a participé à l'exclusion. Mais écoutez, il était président de l'Assemblée nationale quand on a voté les lois, non? Et un député disait ça, un député PRD, d'alors lui disait en langue nationale, il l'a averti, il a dit, c'est vous qui êtes visés. Mais il n'a pas compris. Les intérêts du jeu de l'heure ne lui permettaient pas. Et je suis d'accord. Le ministre qui a dit c'est le jeu des rôles, le rôle qu'on lui avait confié en cette période-là, c'était ça. Maintenant. On dit qu'Adrien Mbedi n'a plus intérêt aujourd'hui? Non, aujourd'hui, écoutez, il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Il a fait preuve de sagesse à 83 ans, il ne craint plus rien. D'accord. Et il rejoint une certaine tendance qui dit il faut faire les assises nationales. Écoutez,
les Béninois ne se parlent plus. Les Béninois ne s'écoutent plus. Mais les Béninois obéissent. Il y a la différence, hein. Les Béninois obéissent, ils n'écoutent plus, ils ne s'écoutent plus, ils ne se parlent plus. Et je dis, ce qu'il dit là, c'est possible. C'est possible. Moi, je ne parlerai pas de conférence nationale, mais il faut qu'on s'asseye, qu'on se parle. Quand on dit les exilés politiques, c'est vrai qu'il y a des conditions dans lesquelles cela se passe. Et à la conférence nationale, quand Kérékou on avait proposé cela, certains n'étaient pas sûrs, ils n'étaient pas rentrés. Et parce que moi j'aime l'histoire, quand le président Boni Yayi a proposé son pardon au président Patrice Talon, il dit je pardonne, mais il y a quelqu'un qui a fait sa poitrine, qui est venu constater la véracité de ce pardon-là avant qu'il ne descende. Il y a beaucoup. Donc si on doit faire rentrer les exilés politiques, on doit parler de prisonniers politiques, c'est pour la première fois que j'entends Maître Adrien Humbedi parler de prisonniers politiques. Quand certains en parlaient, d'autres se sont tus. Ils se sont tus parce qu'ils étaient dans un rôle qui ne leur donnait pas le droit de dire le contraire de ce qui se fait. Donc je dis, il a parlé, je suis d'accord que c'est un coup de gueule. C'est-à-dire qu'il y en a marre, quoi. C'est un coup de gueule parce qu'il sait qu'à 83 ans, peut-être qu'on ne peut plus poser un conteneur devant sa maison, on ne peut plus le déposer en prison, mais il dit ce qu'il ressent. Il dit ce qu'il ressent. Et quand ça se passe comme ça, est-ce que le PRD n'est pas en train de se préparer au divorce à quitter le PM? Mais j'ai dit, ce discours peut-être peut faire perdre son fauteuil à Cotillon. Il est ministre, il est au gouvernement en tant qu'ancien membre du PRD qui est rentré. Est-ce que nous n'allons pas retourner dans le cas de Fassassi Kamarou, paix à son nom? Vous vous rappelez avec Fassassi Kamarou, quand le PRD a tourné dos au président Mathieu Kérékou, on a dit que les membres du PRD devaient quitter le gouvernement. Fassassi n'est pas parti. Il dit je reste, je reste, et après il a créé son parti. Voilà. Il a dû créer le PRD Nouvelle Génération. Donc voilà, le discours là peut entraîner beaucoup de choses. On peut décider de si votre boss, votre patron ne veut plus collaborer avec nous, pourquoi vous gardez dans le... Mais il dit non, moi je reste avec vous, je suis enfant docile, je reste, et je suis de l'UP. Est-ce que ce discours c'est l'expression enfin, comme vous le dites, de ne plus collaborer? Non, il a parlé de principe. C'est tellement qu'il a écouté les gens qui ont dit mais une personne âgée ne peut pas être dans une maison et se taire sur certaines choses. Mais pourquoi il y a contribué? Pourquoi maintenant? C'est maintenant qu'il... Mais c'est pourquoi j'ai dit que le ministre Alvaro Meki a parlé de jeu de rôle. C'est tellement que d'autres sortiront jouer encore pour dire dans cette posture-là, je ne peux qu'adopter cette position-là en ce moment précis. C'est clair, non? Donc c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Alors, il a peut-être fini de jouer son rôle puisque politiquement, il est devenu peut-être un sage qu'on va consulter. Bon, c'est fini, quoi. Il est de la même catégorie que Jikola Wole et qu'on appelle Amoussou Bruno. C'est des gens qu'on a... Bon, on a garé, ils sont plus tellement actifs sur le terrain. Il n'est pas actif, mais il revendique toujours son PRD. Mais oui, c'est pourquoi je dis que c'est le début d'un divorce, parce que théoriquement, c'est comme si tous les partis qui se sont retrouvés dans le bloc républicain, chacun commence par sortir pour dire moi, je veux recréer, je veux récupérer mon parti. Ça va donner quoi? Parce que quand il parle de l'exclusion, il faut dire ça. Quand on dit qu'on ne parlera pas de succession, maintenant là, ça, c'est l'exclusion. Parce que ceux qui nourrissent des ambitions, vous savez, ce n'est pas en fin de règne, hein, quand Kérékou devait partir, les débats ont commencé comme ça, les gens commençaient pas à nourrir des ambitions. Quand le président Boni Yayi devait partir, les gens commençaient pas à nourrir les ambitions jusqu'à ce que le chef de l'État, Boni Yayi, n'impose son candidat, ça a fait flop. Et je crois qu'il faut laisser le débat s'ouvrir, il faut permettre à tout le monde. Nous avons des difficultés, c'est vrai que certains disent l'essentiel c'est le développement, le Bénin doit être mis sur l'orbite du développement. Certains disent nos enfants ne sont pas bien lotis, tout le monde n'a pas d'emploi, c'est difficile, on n'a pas d'eau, machin. Et on dit il faut qu'on s'assoie pour se parler, parce que si on ne se, même dans une famille, quand on ne se parle pas,
Chacun se lève le matin, les enfants se voient dans l'obligation d'aller dire bonjour à papa. S'ils avaient le moyen de ne pas dire bonjour à papa, ils ne le diraient pas. Mais à un moment donné, quelqu'un, entre le père et la mère, ou le garçon ne dit, mais attends, il est temps qu'on s'asseye pour se parler. On ne peut pas être dans une même maison, on ne peut même pas se lever ensemble pour prier le matin, on ne peut pas prier le soir. Chacun se lève et dit bonjour, bonjour, chacun prend sa voiture et s'en va. Donc, il va falloir que les gardiens de la République, j'ai vu Boni Yayi, j'ai vu le patriarche Nicéphore Soglo, donc ceux-là peuvent se retrouver pour dire... Moussou Bruno également, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça, il appelle... moi, je ne parle pas de conférence nationale, peut-être sous la... On va se parler. Adrien Roumbédi, on est au terme de cette émission. Julien Nketi, Adrien Roumbédi, comme l'a rappelé Alphonse, a rejoint une certaine tendance quand il parle de retour d'exilés, sortis de prisonniers politiques et arbre par l'arbre. Est-ce que vous ne sentez pas, comme Adrien, comme Alphonse l'a soutenu, qu'il faille impérativement qu'on aille à un dialogue inclusif? Bon, vous aussi, vous sortez votre expression à vous. L'expression, c'est du Adrien Roumbédi. C'est lui qui l'a... Bon, vous l'avez entendu dire. Il dit la nécessité de rétablir un climat de dialogue politique inclusif. Bon, d'accord. Voilà. Bon, je peux dire, vous monnayez ensemble avec lui. Je dégage plusieurs... Je reprends ces mots, juste. Bon, alors, je nous rafraîchis la mémoire que lorsque Boni Yayi... Non, mais je voudrais que vous répondiez à la question. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, comme Alphonse l'a dit, que ça va mal, qu'il faut qu'on aille au dialogue? Il y a beaucoup de personnes avant Adrien Roumbédi qui l'ont dit, qui l'ont rappelé. Il rejoint cette tendance. C'est mon droit de vous dire oui. que... Et tous ceux qui disent que ça va mal, tous ceux qui disent comme des incantations qu'il faut aller, il faut se parler. Il faut se retrouver là. Je constate après avoir fait des déclarations comme ça, personne ne fait des propositions concrètes qu'il rend publiques sur la manière dont ça va se passer, la forme que ça va prendre. Peut-être qu'Adrien Roumbédi a fait cette proposition en amont et qu'il n'a pas écouté. Attendez, est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Donc quand il n'a pas dit ça, ne venez pas jouer à son avocat défenseur. Il a dit peut-être. Lorsque mais Jules, vous nous avez dit ici une fois que tout ne se dit pas là sur la place publique. Alors, quand tout ne se dit pas sur la place publique, quand vous savez que vous avez fait du concret, d'accord, en sourdine, vous ne venez pas à cet âge-là, venez faire un coup de gueule. Mais vous troublez les esprits faibles, vous troublez la population. Parce que quand Adrien Roumbédi vient parler de cette façon, je dis c'est légitime que quelqu'un comme lui dise « Ah, parlons, il faut qu'on se parle. » Je sens que si on ne se parle pas, ça ne va pas bien se passer dans la maison. C'est légitime, c'est une très bonne chose. Mais quand il le dit avec... Est-ce que vous avez vu son regard? C'est quelqu'un qui était vexé, c'est quelqu'un qui en avait ras-le-bol. Il y en a marre, quoi. Mais il en a marre, il a ras-le-bol de quoi? Qu'il nous avait dit. Tout ce que nous savons, c'est que lorsqu'il parle d'exclusion, vous faites bien de le dire. Tout ce dont on se souvient, c'est qu'il était président de l'Assemblée nationale quand on a voté les lois. Alors, je vous ai souvent répété ici que la politique, c'est d'abord le discours politique. Et le discours politique d'un grand leader, on doit y avoir une certaine lisibilité, une certaine cohérence. Est-ce que le fait pour Adrien Roumbédi d'avoir été président de l'Assemblée nationale lorsqu'on a voté des lois, qu'il traite lui-même aujourd'hui de lettres et de lois liberticides, ouais. Bon, est-ce que votre enfant que vous dites qu'il a ambition de faire droit là, hein, à qui on veut apprendre... Non, attendez, je vous taquine de cette façon. Mais simple... Vous allez finir, hein, Julien. Mais est-ce que les enfants qui écoutent ça... On est au terme de... Est-ce que les enfants qui écoutent ça, quand ils vont dire, mais le pépé là, est-ce qu'il est sérieux? C'est lui qui a été là, on a préparé la sauce, on a préparé la pâte. Bon, il n'a plus rien dit qu'on mangeait ça et les gens, certains ont eu mot de vente, d'autres disent que c'est très bien. Oui. Mais là, il se lève un matin pour dire que la nourriture était très mal préparée. Et que non, il faut qu'on s'asseye sur comment on organise la cuisine et tout. Et il ne dit pas comment. Et il est fâché. Il montre qu'il est fâché. Oui. Mais non, c'est pas sérieux. Alors qu'il a été solidaire de la préparation. Écoute, système partisan. Je voulais dire quelque chose. Vous savez, j'ai dit, il y a de ces petits détails-là qu'on a entendus. Vous savez, tous ceux qui sont du système, ils ont dit, nous sommes du système, on a contribué au système, on a joué le rôle qu'on a confié. Quand vous êtes dans le système non, arrêtez. La plupart, vous revenez au moins pour dire que vous étiez contraint, vous revenez, l'honnêteté intellectuelle veut, quand vous veniez nous dire publiquement, quand vous étiez dans telle position-là, vous aviez envie de dire les choses comme ça, mais quand vous en a empêché, pourquoi on a le droit de vous demander qui vous en a empêché et pourquoi vous n'avez pas suffisamment eu de couilles pour pouvoir résister à ça. Et je finis en disant, le président Patrice Talon avait parlé d'Abba Palab à Yayi Boni. L'expression est venue pour dire, bon, on peut discuter, il le veut bien. Yayi Boni après est parti là.
les positions des démocrates jusqu'aujourd'hui, là, Yaïboni a proposé quoi pour, il dit, assise nationale, à leur entendement. Est-ce qu'ils sont allés voir le chef là parlable que bon, Mbeki c'est différent. Hein. Et il lui fait référence à la conférence nationale. C'est un cafouillis de l'embrouillamini et des leaders de ce rang-là. Depuis 1960, ces gens-là sont dans des rôles des acteurs publics et politiques. Je pense qu'on a besoin d'aller à un véritable renouvellement, un véritable rajeunissement. Et recomposition de la classe politique. Mais vous savez que c'est que cette bout de l'ancienne corde conteste la nouvelle. Mais il faut que l'ancienne corde nous rassure qu'elle n'est pas pourrie. Mais ceux qui vont les remplacer sur le plan politique seront pires qu'eux. Hein. Ils seront des marionnettes, des guignols. Bon, on va revenir peut-être sur le sujet une autre fois. Nous sommes au terme de Actuel Débat de ce lundi. Merci à Julien Ketty et Alphonse Moïse Soudé qui étaient dans ce studio pour opiner sur les faits brûlants de l'actualité. Merci à Patrice Béja qui est resté à la réalisation. Job Chikpe était à la prise de vue. Je suis Brice Bill a été dit à la présentation. Merci et à jeudi.